le client qui vient voir un guide, au début, il a une demande, oui, il a une demande qui peut être, là, on peut dire, de faire un randonnée, de faire un sommet, bon, qui vient de la société, de ce qu'il a lu, des bouquins, bon. Le guide, il est chargé de justement pas de transformer, de lui montrer autre chose, de lui montrer la réalité de ce que ça peut amener, du vécu. On amène les gens à en fait venir faire une journée en montagne, pas à venir faire un sommet. Enfin, c'est de montrer que la montagne n'est qu'un support à des relations fortes ou à des choses. Ma génération, on avait plutôt tendance on allait en montagne, et pour aller en montagne, on était bien obligé d'affûter un peu l'outil, d'apprendre à grimper, d'apprendre à skier, d'apprendre à se déplacer. Là maintenant, l'activité grimper, ça peut être une activité en soi, le but, c'est juste de grimper. On pourrait dire, moi dans un premier temps, je me disais, à chacun sa montagne, finalement, c'est pas grave. Mais en fait, ça nous rattrape. Il y a une des pratiques, la pratique, disons, sportive et consommatrice, elle est prédatrice de l'autre. Elle porte elle-même la nécessité de réglementation. Le regroupement des guides, il s'est fait historiquement il y a assez longtemps en fait. Au début, c'était vraiment une défense par rapport à la clientèle qui essayait d'exploiter en fait les guides. C'est aussi une nécessité parce que quand un guide il travaille, il est toujours tout seul avec son client et tout, et on a vraiment besoin de ce réseau. Il y a un côté compagnonique des rapports entre les guides. On se soutient dans l'adversité, pour les informations aussi, pour la formation. C'est assez important. Maintenant, le syndicat, comme il se positionne par rapport à la société pour essayer de défendre les intérêts des guides, et il a une tendance à la réglementation quand même, à la normalisation. Moi, je trouve ça dommage parce que autant on peut comprendre qu'il y ait des modes opératoires dans l'aviation, dans la médecine, parce qu'il y a des clientèles obligatoires. C'est-à-dire quelqu'un qui prend l'avion, il prend l'avion, il n'a pas choisi. Là, on est dans un domaine où la personne choisit d'aller, ou personne n'est obligé d'aller. Donc, on pourrait laisser une liberté d'action, de prise de risque, mais c'est de moins en moins, ouais, il faut reconnaître. Il est clair que les jeunes générations, il y a des territoires où ils vont plus, où ils veulent plus aller, où ils disent mais non, mais ça on peut pas, c'est pas raisonnable. Ils parlent beaucoup d'alpinisme raisonnable, j'arrive pas à comprendre, parce que l'alpinisme c'est fondamentalement pas raisonnable. Et l'alpinisme raisonnable, je pense que là, c'est vraiment une tromperie. Et quand quand on essaye d'expliquer que les guides sont raisonnables, c'est une tromperie. Là, vraiment, et je pense que là, c'est malhonnête, et c'est la noblesse du guide on prend un coup. Le problème, c'est quand on parle de refuge, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Il y a plein de choses complètement différentes qui sont pas du tout sous le même nom. Un petit refuge sur une arête à 3005 où vont que les alpinistes, c'est quand même pas du tout la même chose qu'un refuge de 200 places auquel on accède par un sentier. Je dirais qu'historiquement, peut-être que en France particulièrement, on a fait une erreur, c'est qu'au début les refuges c'était des cabanes de typiquement 10-20 personnes qui étaient construites comme ça là-bas, comme je te pousse. Donc c'était pas chaque alpiniste qui passait respectait ça, enfin bricolait. Et après on a fait des refuges de 100 places avec la même démarche, en se disant mais les gens ils respecteront, ils descendront leurs ordures, et en fait ces statistiques ça marche plus. Déjà c'est pas plus tout à fait la même clientèle, et en plus le nombre fait que il faut gérer de manière plus construite, disons. De l'autre côté, ce que je reconnais à la FCAM, c'est que une espèce de normalisation, enfin entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros un refuge de la FCAM, on sait ce qu'on va y trouver, en gros, c'est-à-dire le gîte, le couvert, un type de gîte, un type de couvert. Et en plus, il y a quand même une histoire de mutualisation des moyens, c'est-à-dire qu'en gros, les gros refuges permettent de payer les petits refuges qui sont pas rentables, quoi. Je pense qu'on devrait, au niveau de la forme juridique, ça devrait être une concession de service public, exactement comme les remontées mécaniques ou les transports en ville. C'est pas un hôtel parmi les hôtels dans une ville, c'est des endroits phares. Quand on a un refuge au pied de la Meije, où il y en a qu'un, il y a qu'une possibilité à cet endroit-là, il y a qu'une Meije. Si on enlève les refuges, ou si on les rend inaccessibles soit parce qu'ils sont trop chers, soit parce qu'ils sont mal tenus, soit qu'ils correspondent pas à la demande actuelle, les gens vont bivouaquer partout, et là, pour la préservation de la nature et de la propreté, c'est pas bon du tout.